Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui rime avec drôle d'atmosphère. Ça sent le soufre dans cette émission qui vous invite au combat de l'ange et du démon. La romancière haïtienne Ketli Mars puise l'inspiration de son dernier roman L'ange du patriarche au Mercure de France dans les envoûtements vaudous. Alors, nouvelle quête spirituelle ou nouveau ressort littéraire, nous allons en parler avec elle. Clémence aime la galette, même si elle a un goût aigre, elle lui paraît sucrée, car c'est la pièce d'argent de sa grand-mère burkinabé qui lui permet de l'acheter. Ce sera à écouter dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau. Au théâtre ce jour, dans Qu'est-ce que je peux faire, Patrice et Lydie Kozak nous invitent à chanter sous la pluie. Et dans le Speak French de Jean-Marie Chazot, le Québec vous dit bonjour, mais ne vous dit plus aïe. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Ketli Mars. Bonjour Dominique. Avec le créole, le français est une des deux langues officielles de votre pays, Haïti. C'est vrai en théorie ou aussi en pratique ? C'est vrai en théorie et en pratique, c'est les proportions qui sont pas égales, c'est-à-dire 100% de la population haïtienne s'exprime en créole et puis on va dire un 20% de gens qui ont la chance d'être lettrés, éduqués, maîtrisent le français, même si tout le monde le comprend. Et vous-même, à Port-au-Prince, qu'est-ce que vous parlez le plus souvent, le français ou le créole ? Le créole. Le créole, parce que sinon vous ne seriez pas comprise dans la rue, par exemple. Sinon pas comprise, mais regardez un petit peu de haut, qu'est-ce qui lui prend, parce que le créole, bien, c'est la langue du vivre ensemble, on va dire. Le fait que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, soit d'origine haïtienne, est-ce que ça contribue quand même un peu au rayonnement de la francophonie chez vous ? Mais absolument, moi je suis une fan du français. Jusqu'à présent, tous mes romans ont été écrits dans cette langue. Je pense que c'est une langue qui a beaucoup de force et qui peut nous mener dans de très bonnes directions. Et que Dany Laferrière soit entrée à l'Académie française ? Bon, et voilà, historiquement, c'est une très belle chose. Et voilà, je lui souhaite bon séjour parmi les académiciens. Parmi les immortels, un séjour qui va durer. C'est un mot anglais, shithole, que l'on a du mal à traduire en français. Donald Trump dit qu'il ne l'a pas dit, mais s'il l'avait dit quand même, quelle serait votre réaction à sa qualification de pays de merde pour Haïti et certains pays d'Afrique ? Vous savez, je pense qu'après une année au pouvoir aux États-Unis, on a du mal à même s'étonner des sorties, des phrases de Donald Trump. Et elle lui ressemble, c'est un grand enfant de 71 ans que les Américains ont malheureusement mis à la tête de leur pays. Et je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Donc moi, je le prends pour ce qu'il est, un psychopathe, un malade. Et puis voilà, moi, je m'occupe des histoires d'Haïti. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Ketli Mars, laissez-vous guider par Corinne Alexia qui, comme d'habitude, a son idée, bien à elle, sur la question. Elle nous la livre dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Ketli Mars ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Mais vous savez que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Sauf Ketli, qui vient d'Erzuli, la déesse ou l'esprit vaudou de l'amour. Tous ces livres parlent de lui, même quand l'amour est foulé aux pieds, sous les bottes des macoutes de saison sauvage, ou qu'il disparaît derrière les appétits pervers aux frontières de la soif. Avec l'ange du patriarche, l'amour déploie encore ses ailes, mais il est si fragile que son air ressemble à de l'éther. Et chercher à le décrire, c'est vouloir faire le portrait d'un fantôme. Voilà qui nous plonge dans l'ambiance de votre dernier roman, L'ange du patriarche, très vaudouisant. À quel degré faut-il prendre ce récit marqué par les esprits et le spectre d'une malédiction familiale, Ketli Mars ? Bon, et évidemment, dès qu'on dit vaudou, et il y a des stéréotypes qui viennent, des clichés qui viennent. Moi, Ça j'ai fait pas peur. voulu. Oui, ça fait peur aussi. Ça titille, ça inquiète. Moi, j'ai voulu faire un thriller surtout. C'est un genre qui n'est pas très exploité en littérature haïtienne. C'était une façon de me poser un défi littéraire, d'écriture. C'était une façon aussi d'explorer des univers nouveaux pour moi. Voilà. Donc, évidemment, le vaudou, puisque c'est... Et quelle relation est-ce que vous entretenez, vous, avec le vaudou ?
Je ne suis pas une vaudouisante pratiquante, mais j'ai beaucoup d'affinités avec cette spiritualité qui est bien ancrée dans ma famille. Dans toutes les familles haïtiennes, on ne peut pas remonter une ou deux générations sans trouver des serviteurs, comme nous nous appelons, et même des prêtresses ou des prêtres. Maintenant, c'est très controversé, certains s'en cachent, certains s'en prévalent, donc ça dépend de la posture intellectuelle, de la posture politique. C'est surexploité, ce vaudou, mais il y a quand même une spiritualité familiale vaudou qui est comme toutes les autres qu'on trouve partout dans le monde. Alors dans l'ange du patriarche, il s'agit, je le disais, d'une malédiction familiale sur plusieurs générations. Un aïeul de Paula et de sa petite cousine Emmanuela a indisposé l'ange Ivo. Ce dernier ne va cesser de vouloir exercer sa vengeance sur sa descendance. Faut-il plutôt ranger Ketli Mars, ce roman, du côté fantastique ou mystique ? Je dirais les deux, un roman mystico-fantastique, on va dire, puisque c'est un mélange de genres. Moi, j'ai voulu quelque chose de tout à fait différent, plonger dans un autre univers, entraîner les gens dans un roman d'épouvante, de suspense, un thriller, quelque chose d'où on sort, inquiété, mais émerveillé aussi. Qui est l'ange Ivo ? Eh bien, l'ange Ivo, c'est cet ange maléfique avec lequel ce patriarche a conclu un pacte il y a eu près d'un demi-siècle, pacte qui n'a pas été respecté, n'est-ce pas, dans toutes les petites lettres fines du contrat. Eh bien voilà, plus tard, 2 générations plus tard, eh bien ça vindicte, est sur la famille. Alors c'est accessoirement un esprit incestueux, l'ange Ivo, ce qui rend l'inceste très présent dans votre roman, entre frères et sœurs, entre mère et fils. Je me suis demandé ce qu'en ont pensé vos enfants à qui vous dédiez ce livre. Vous savez, l'inceste est comme beaucoup d'autres sujets, comme le féminisme, comme l'amour mère-fils, et la spiritualité, bien sûr, sont des sujets qui reviennent dans toute mon œuvre, qui traverse mon œuvre. Et l'ange du patriarche a été aussi un prétexte ou une occasion de revenir sur la question, l'inceste en particulier, qui est un sujet tabou dans toute société, et dans la nôtre en particulier. Donc mes enfants, ils n'en pensent pas grand-chose, ils me connaissent et on peut nous aussi discuter de ces sujets qui vraiment absolument sont des sujets de vie, tout simplement. C'est frère, oh non, non, Pourtant si ou t'es dans terre, ou t'as j'aimerais l'oreille mal arrivé, c'est pas un jour sale dans route. Si on nous respecte, bon Dieu, rien peut pas faire tout. L'oreille un frère qui aboute, par il bito aider. Allez mettre pour la tempête. Pardonnez frère pour tout ça le fait. Il est pour qu'un changer cœur. Les ouvriers ma gueule doit, ou bien quatre là-dessous. Vous avez reconnu Ketli Mars ? Bello, oui. Bello, Parina Malem, vous le citez dans votre livre pour un autre morceau, La Coue tranquille. De quoi est-ce qu'il est question dans ce que l'on vient d'entendre ? J'ai pas bien saisi les mots, mais je pense que Bello, c'est un jeune musicien et compositeur très, très engagé et qui met toujours Haïti en avant et surtout qui appelle à ses frères, sœurs, concitoyens de prendre conscience, de se mettre ensemble pour avancer, pour changer la situation du pays. C'est récurrent chez lui systématiquement. Quelle est l'importance du vaudou dans la musique haïtienne ? Je pense que c'est par la musique que le vaudou s'est vulgarisé, et particulièrement ces 30-40 dernières années, puisque au début des années 90, il y a eu cette vague de musique racine et de vaudou jazz, dont Bello est l'un des chantres. Et oui, et dernièrement, j'écoutais un morceau de rap
contemporain datant de 2017. Et pour la première fois, j'ai entendu des jeunes et voilà, parler des thèmes du vaudou bien explicitement dans une musique de rap, ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Donc, c'est dire la place que cette inspiration... Il y a du vaudou rap aujourd'hui, alors il y avait du vaudou jazz déjà? Oui, on ne va pas jusqu'à dire vaudou rap, mais tranquillement, il s'approprie ce champ d'inspiration. Et voilà, je pense que ce n'est que pour le mieux, puisque finalement, c'est très beau aussi le vaudou en dehors d'être une spiritualité, mais les mots, les vévels, les signes, le rythme et tout ça, c'est merveilleux. L'Ange du Patriarche, c'est aussi un roman sur l'amour et ses extrémités. Pour vous, l'amour, Kathleen Mars, relève plus de la force brutale que de la force tranquille? Vous savez, l'amour, je ne m'en départis pas. Je suis connue comme une écrivain d'une écriture sensuelle et quel que soit le thème que j'exploite, eh bien, ça me revient tout naturellement. Eh bien, l'amour, il passe d'une extrême à l'autre et il peut faire beaucoup de bien comme beaucoup de tort. Et dans ce roman qui est quand même un thriller fantastique et mystique, eh bien, il a toute sa place et j'ai essayé de l'exploiter dans la même veine que l'atmosphère du roman. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un couple heureux dérange ? Parce qu'il y a tellement de gens malheureux qui s'en cachent, qui prétendent le contraire. Donc, la vraie harmonie, la vraie fusion dans un couple, eh bien, pour se sentir bien, on a toujours envie de se dire, bon, c'est une façade, ils sont en train de faire semblant. Et puis comme ça nous rassure nous-mêmes qui avons des épines dans le cœur. Autre citation de votre roman, les femmes et les hommes partout dans le monde attendent tous quelque chose. Ils en oublient d'être heureux, d'être juste dans le moment présent. Qu'est-ce que vous attendez de 2018, Kathleen Mars ? Moi, et personnellement, eh bien, voilà, j'attends que ce roman en particulier, il soit lu, il soit aimé, parce que j'y ai mis beaucoup de moi-même. C'est un roman où je me suis investie physiquement, parce que écrire un thriller, eh bien, j'ai découvert que c'était quelque chose qui prenait beaucoup de vous. Donc, j'espère que l'expérience plaira à un maximum de lecteurs. Pour 2018, eh bien, j'attends que mon pays, eh bien, ait un sursaut. Il y a quelque chose de positif qui se passe et que, voilà, on se sente aller vraiment dans une bonne direction. Il y a un nouveau président, on croit encore au changement ou on se dit ça va être comme d'habitude ? Eh bien, on veut l'encourager. Parce que finalement, on s'est rendu compte que combattre toujours, être dans l'antithèse, dans l'opposition, mais ça ne nous amène nulle part. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Kathleen Mars pour son roman L'Ange du Patriarche, dans lequel les personnages redoutent, à partir d'un certain âge, de voir arriver le jour de leur anniversaire, car il correspond aussi à celui de leur dernière heure, un roman transgressif d'amours interdites et de vaudou entre alcôve et péristyle. Avant de revenir en Haïti, nous effectuons un large détour par le Burkina Faso, où Anne Bonneau est allée chercher le goût de l'enfance de Clémence. Wombi, on dit ça comme ça, wombi, voilà. Chez nous, on appelle des galettes avec ce goût aigre que j'aime bien. Je crois que j'avais 6 ans, voilà. Ma grand-mère maternelle, elle me donnait une pièce d'argent, je courais au marché et ils embrochaient, je vais dire comme ça, 5 galettes comme ça sur un bâtonnet, je tenais ça comme ça en l'air, voilà. Donner une pièce d'argent à une fille pour acheter des galettes, c'était pas donner à n'importe qui. Ça veut dire qu'il fallait avoir un certain moyen et puis aimer vraiment cette petite fille pour accepter. Parce qu'au village, il y a toujours de la nourriture, de quoi manger. C'était la manière vraiment pour ma grand-mère de me manifester tout son amour, toute son affection. Et c'était moi aussi, ma manière de savoir si réellement elle tenait à moi. Voilà. Parce que si elle dit non, je ne vais pas te donner, là je vais dire, donc elle m'aime plus. C'était notre truc à nous deux. J'ai dit, Nki, je demande de l'argent et puis elle me dit, voilà, tu veux faire quoi? J'ai dit, je veux acheter des galettes. C'est en ce moment que j'ai appris à parler en ma langue parce que je ne comprenais pas ma langue d'origine. C'était vraiment un geste très très affectueux de la grand-mère à mon égard. Voilà, c'était sa manière à elle de dire voilà ma petite fille chérie. Et voilà, je sais qu'ils m'ont donné beaucoup d'amour qui me sert jusqu'aujourd'hui, je vais dire. Voilà.
On ne mange pas beaucoup dans l'ange du patriarche, ni souvent, Kathleen Mars, à part des bouillons de légumes, des pâtés de morue en buvant du café. Vous n'êtes pas gourmande vous-même? Oh, absolument, sauf qu'avec l'âge, on apprend à devenir plus sobre parce que bon, écoutez, c'est ce que c'est. Et on ne se permet plus autant de fringales que quand nous étions très jeunes. De quoi sont faits vos goûts de l'enfance? Moi, mes goûts de l'enfance, eh bien, j'aimais surtout les friandises et les fritures comme les akras, les marinades. Ce sont des beignets et à différentes saveurs comme la morue, comme le hareng-sor. Et évidemment, notre plat national qui est le griot de porc, c'est du porc frit bien pimenté avec des bananes plantains frits. C'est la signature d'Haïti. Il est beaucoup question de filiation dans votre roman. Paula, comme l'indique son surnom de Couz, est une cousine pour Emanuela, le personnage principal, est aussi une grand-mère pour une paire de jumelles qui vit aux États-Unis. Quel genre de grand-mère d'ailleurs c'est Couz ou donc Paula? Bon, écoutez, la relation grand-mère et petite-fille, petit-fils, c'est quelque chose d'extrêmement fort parce que c'est moins entravé que la relation directe mère-fille, qui est une relation de défi quotidien. La grand-mère, elle a son temps, elle a toute son expérience, elle a tout son amour et son affection omniprésent. Donc, ce sont toujours des relations d'une extrême tendresse. Et d'une extrême... les grands-mères, ça gâte les petits-enfants et c'est fait pour ça. À propos des jumelles, j'ai été étonné de trouver cette phrase sous votre plume. La croyance veut que la plupart des jumeaux se détestent. Moi, je croyais au contraire qu'ils s'adoraient, les jumeaux. Eh bien non, c'est pas toujours pareil. Et ce sont des croyances. Et quand on veut aller au fond des choses, eh bien, il paraît, moi, je n'ai pas de jumeaux et je n'en ai pas dans mon entourage direct, mais il paraît que oui, ils peuvent se détester aussi fort qu'ils peuvent s'aimer et être attachés l'un à l'autre. Est-ce que c'est l'expression lien du sang qui vous a inspiré des rapports aussi sanglants entre membres d'une même famille ? Bon, pas vraiment. Vous savez, et moi, je suis toujours étonnée de voir comment, en écrivant un roman, eh bien, la grâce des idées vous vient. Et moi, ce qui m'importait surtout, c'était d'étonner, de toujours avancer et de trouver des idées, des liens, tisser des liens dans la relation, dans la trame de l'histoire qui déroutent. Et moi-même, en train d'écrire, et aussi le lecteur, c'est faire quelque chose de tout à fait différent, quitte à aller dans l'outrance. Vous dédiez votre livre à vos 3 enfants, on l'a dit, mais aussi à une cousine et à un cousin. Et puis parmi les autres dédicataires figure votre compatriote Néhémie Pierre Dahomey, que nous avions reçu dans cette émission et qui nous expliquait l'origine de son prénom. Néhémie, c'est un prénom qui est dans l'Ancien Testament, donc un peu dans la tradition juive, qui veut dire Yahweh protège et console. C'est un nom de la Bible, donc mon père étant pasteur m'a affublé, j'ai envie de dire, de ce prénom-là, que j'aime bien quand j'apprends qui était le personnage, qui était un prophète quand même très beau parleur. Et pas plus tard que ce matin, j'ai appris que Néhémie en Mina veut dire, en Mina, langue parlée au Togo, qu'il nous prenne. Donc, j'aimerais bien pouvoir vous prendre, lecteurs, auditeurs et vous autres sur le plateau. Alors, on a vu que, comme lui, vous le disiez tout à l'heure, vous pensez à prendre des lecteurs nouveaux. Vous le faisiez pour vos souhaits de 2018. Vous reconnaissez bien celui que vous connaissez, Néhémie Pierre Dahomey, dans cette intervention ? Oui, je le reconnais. On s'est rencontrés avant qu'il ne parte vivre en France et je l'ai rencontré ensuite à Paris. C'est un jeune et je vois qui a plein de promesses, qui a une très belle plume. Alors, la relation que nous avons par rapport à ce livre, c'est que nous avons échangé des manuscrits. Moi, j'ai lu un manuscrit pour lui dans le temps et moi, j'avais besoin d'un regard jeune et neuf. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il vous a éventuellement conseillé ? Il m'a accablé de critiques. Il n'a pas été très gentil et c'est ce que je cherchais. Absolument, absolument. Vous savez, quand vous recevez des critiques, même si au début, ils vous hérissent les poils, mais au repos, on se dit il y a toujours quelque chose de bon à y prendre. Comment est-ce que vous expliquez la très grande richesse et étrangeté, parfois, des prénoms haïtiens ? Bon, ils sont très souvent et francophones, ces prénoms. Sauf qu'il y a maintenant, depuis quelque temps, un retour vers les noms africains et surtout vers des noms slaves, vers des noms européens de l'Est. Je pense que c'est une recherche d'originalité. Et puis, je ne me l'explique pas autrement, la recherche d'originalité. D'où vient votre propre prénom de Ketli ? Ketli, je ne sais pas, mais c'est un nom typiquement haïtien que je n'ai trouvé ailleurs, sauf qu'une fois, pour
par curiosité, j'ai googlé ce nom-là et j'ai trouvé au XVIIIe siècle une pièce de théâtre qui s'appelait Ketli, comme je l'écris moi-même, ou Le Retour en Suisse. C'est la seule référence à ce nom que j'ai pu trouver sur Google. Ouais, Suisse, c'est quand même un peu étrange. C'est une pièce de théâtre française, d'ailleurs. Le personnage principal de l'ange du patriarche se prénomme Emmanuela. Votre fils Emmanuel, j'imagine que ça n'est pas un hasard? Un hasard dont je ne suis pas consciente, absolument. Vous ne vous en étiez pas aperçu? Non, j'aime bien ce prénom Emmanuela. J'en ai connu une enfant, donc ça m'est revenu tout naturellement. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonusphère culturel de Francosphère. Qu'est-ce que je peux faire? Patrice Elidi-Kozak a résolu cette angoissante question en se rendant aussi souvent que possible au théâtre et il en est revenu avec dans sa besace le compte-rendu d'une des plus célèbres comédies musicales du monde, Singing in the Rain. Il est des spectacles qui se goûtent comme des gourmandises, sans rien chercher d'autre que ce plaisir sucré qui laisse des petites traces de crème au coin des lèvres. Singing in the Rain, la comédie musicale qui s'est donnée sous la nef du Grand Palais à Paris, est de cela. C'est typique, le show tel que vous pourriez y assister à New York sur la fameuse Broadway Avenue. Comme le film bien connu, le spectacle sur scène raconte l'histoire d'amour entre une star du cinéma muet et une jeune chanteuse sur fond d'apparition du cinéma parlant. C'est réglé comme du papier à musique, les chanteurs n'ont pas un grain de voix qui tremble, les tableaux se succèdent avec la précision technique d'une horloge suisse, les figurants sont légion, les costumes sont étincelants de paillettes. Tout cela est sans doute même un peu trop réglé, ce qui fait parfois passer le tout pour davantage un produit d'entreprise qu'un spectacle vivant. Mais la sensation passe aussi vite qu'elle est venue, parce qu'on se surprend à siffloter ou entonner les airs connus, la fameuse chanson-titre Singing in the Rain, chantons sous la pluie, ou l'excentrique Make 'em Laugh, qui ont fait en grande partie le succès du film de Stanley Donen avec l'inégalable Gene Kelly. Aucune raison en définitive de bouder son plaisir et de ne pas déguster ce moment sucré de qualité. Les amateurs de théâtre, de comédie musicale, Ketli Mars, ils trouvent leur compte à Port-au-Prince? Oui, le théâtre est très vivant et en Haïti, un théâtre plutôt jeune et qui se fait un peu partout. Et nous avons chaque année le Festival des Quatre Chemins, qui est un festival de théâtre qui transpose les acteurs dans des endroits vraiment inattendus. Souvent, il y a eu une représentation dernièrement dans une ruelle. Et voilà, les spectateurs se sont transportés, les riverains de cette ruelle étaient là. Et ça faisait un tout intime et surprenant et très intéressant. Vos romans, celui-ci en particulier, L'Ange du Patriarche, il se prête bien à une adaptation, ou il se prêterait à une adaptation à la scène ou à l'écran? Et les deux, je pense. Les deux. Et il y aurait du travail à faire, évidemment, comme pour toute adaptation, mais je pense que c'est un roman dont l'atmosphère serait bien rendue en spectacle. Vous faites écrire à votre jeune romancière, c'est une des jumelles, les écrivains ne partagent pas leur histoire tant qu'ils ne les ont pas terminées. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça n'était pas votre cas. Non, moi, difficilement, je ne partage pas mon texte en cours de route. Mais terminé, oui, je veux le soumettre au plus grand nombre de lecteurs avertis que je connais, en qui j'ai confiance, parce que il faut des retours, il faut des critiques, mais dans le moment de la création, eh bien, on est tellement dans une situation de doute, dans une situation, voilà, qu'on a du mal à partager ce travail en cours de route qu'on trouve absolument imparfait. Et est-ce qu'on le trouve encore différent, son roman, une fois publié, une fois existant en tant qu'objet livre ? Il y aurait toujours place à l'amélioration, mais avec le travail éditorial qui est fait, eh bien, il est finalement brossé, polissé. Et moi, je suis très satisfaite du résultat final. En tout cas, quand on s'appelle Mars, être édité au Mercure, c'est dans l'ordre des choses? Absolument, absolument, oui. Des conjonctions de planètes qui peuvent être très favorables, espérons-le. Dernière séquence de cette émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il est québécois et reste poli à condition que les salutations se fassent dans la langue de Molière. C'est devenu une habitude, surtout à Montréal. Un commerçant lance « Bonjour, hi » à celui ou celle qui entre dans son établissement. C'est, paraît-il, pour ne pas embarrasser le touriste ou l'anglophone de la belle province. De quoi remettre en cause le statut du français pour l'opposition à l'Assemblée nationale québécoise qui a réussi à faire voter une motion demandant aux commerçants de bannir le « hi ». Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois. Ça, c'est un symbole. C'est un symbole qui dit que le français n'est pas la langue officielle, qu'elle n'est pas la langue commune,
qu'elle est une langue égale à l'anglais. Une menace de plus pour une langue encerclée par l'anglais, alors que 60% des immigrants arrivés au Québec en 2017 ne parlent pas français. Mais le Premier ministre libéral Philippe Couillard n'a pas apprécié l'initiative. Les Québécois sont un peuple fier. Ils parlent le français de façon fière, de façon confiante. Ils n'ont pas besoin de gens qui leur proposent ce genre de discours défaitiste et d'humiliation. Bonjour, hi. Dans la rue, le Québécois a déjà réalisé la synthèse depuis longtemps en utilisant couramment un autre terme inspiré du hello anglais, en vous saluant d'un chaleureux allô. Quelle est la formule la plus commune pour dire bonjour en Haïti, Kathleen Mars? Kijanye. Ce qui veut dire, littéralement, comment ça va? À l'instar de Dany Laferrière et de nombreux autres compatriotes, est-ce que vous n'avez pas été tenté de vous installer au Québec? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'a priori, le climat du Québec m'effraie. Cet hiver qui dure 9 mois de l'année, c'est pas fait pour moi. Vous avez été en résidence en France, c'est là que vous avez écrit ce livre. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de changer de décor par rapport à d'autres romans écrits en Haïti? Ah oui, cette expérience a été extraordinaire pour moi puisque je me trouvais dans un endroit magnifique, mais retiré, oppressant si on veut, un domaine de 300 hectares, figurez-vous, où j'étais pratiquement seule la nuit. Et écrire un roman de ce type-là, donc un thriller, un roman mystico-ésotérique, c'est tout ce qu'il me fallait comme atmosphère. Hein. Croyez-moi, ça a été une expérience. Parce que vous étiez dans une ambiance monacale, c'est ça? Monacale, et puis l'oppression du lieu, de toute cette immensité, de toute cette solitude et à laquelle on n'échappe pas. Donc je n'avais d'autre recours que d'écrire et écrire en subissant le poids de cette solitude et de cet isolement. Dernière chose, Kathleen Mars, 8 ans après le séisme, est-ce que la page commence à se tourner en Haïti? Bon, il ne reste pratiquement plus de séquelles ou d'éléments visibles sous les yeux de ce séisme-là. Ça a pris du temps, mais finalement, oui, c'est visuellement, on n'a plus d'éléments, mais les dommages les dommages familiaux, les séquelles sont quand même, je suppose, là, dans toute une génération qui a connu cet événement incroyable. Et moi, il m'arrive encore d'avoir des sensations physiques de ce jour-là. Merci, Kathleen Mars. Je rappelle le titre de votre dernier roman, L'Ange du Patriarche. Il est paru au Mercure de France. Merci à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Patrice Elédi-Cozac, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Nicolas Palcossian.